rebonjour peut-être pour certaines personnes. Et merci d'être là pour cette présentation un peu particulière, mais qui me tient beaucoup à cœur. Je vais me présenter. Il y en a peut-être qui étaient là ce matin, ce sera une redite, mais bon, c'est pour la bonne cause. Je m'appelle Sonia, je suis consultante chez Arola. Je travaille dans la tech depuis 4 ans à peu près. En quelques mots, Arola, c'est une ESN parisienne, Craft. Et nous, en tant que consultants, on intervient sur plusieurs formats. Ça peut être du conseil, coaching, réalisation de projets. Et on est également centre de formation. Et ce petit drapeau, c'est pour une autre facette de ma vie qui s'appelle les CTF, ou capture de flag. C'est quelque chose que je fais depuis 6-7 ans. Et en fait, c'est des challenges de sécurité où le but, c'est de récupérer un secret, quelque chose auquel on n'est pas censé avoir accès, donc un flag. Et on fait ça en général en exploitant une faille de sécurité. Et donc aujourd'hui, je vous emmène sur une faille qui pourrait faire un challenge de ma catégorie favorite, les Digital Forensics, où en fait, on va venir reconstituer un fichier PNG partiellement endommagé. Et donc pour ça, on va exploiter une faille qui a été découverte en 2023, donc assez récent. Ça, c'est son nom officiel et c'est un nom un peu barbare. Du coup, on lui a donné un petit nom, c'est Acropalypse. Et donc Acropalypse, ça commence avec une image au format PNG. Donc cette image, elle est stockée elle a été prise avec un téléphone, par exemple, donc un Google Pixel, plus précisément, donc un téléphone Android. Et elle est stockée dans le téléphone voilà, au format PNG sous une succession d'octets, on va dire. Parfois, quand on fait des photos, des captures écran, on a envie de les rogner pour peut-être cacher des choses compromettantes, voilà, pas montrer qu'on est en train de faire des bêtises ou cacher des données sensibles. Et donc à ce moment-là, en fait, on va créer une nouvelle image, donc avec un nouvel enchaînement d'octets. Sauf qu'on n'a pas envie de sauvegarder ça sur une deuxième image. Nous, on a envie d'écraser l'existant, parce qu'on veut faire disparaître toute preuve compromettante. Et donc, on va réécrire par-dessus, donc ouvrir notre fichier d'origine en mode écriture, mode W, le write mode, et on va réécrire par-dessus. Et en fait, il se trouve que jusqu'à Android 9, le write mode, il réécrivait par-dessus. Et puis tout ce qu'on n'avait pas réussi à écraser, on le tronque. À partir d'Android 10, ce comportement il a été mis à jour. Et en fait, le write mode ne tronque plus. Si on veut tronquer, il faut ouvrir en mode WT pour write truncate. Et donc on se retrouve avec une photo où on pense avoir rogné, et qu'on a rogné, mais qui comporte encore plein de données de l'ancienne image. Et donc là se pose la question, waouh, est-ce que je vais pouvoir récupérer une partie de l'image d'origine, une partie de ce qu'on a cherché à détruire? Alors en l'état, ça va être compliqué, parce que en fait, on a perdu tout le début de l'image. Donc il va falloir qu'on comprenne un petit peu comment fonctionne le format PNG, parce que notre job, ça va être de recréer une image PNG valide avec les données qu'on a trouvées là-dedans. Donc le format PNG, pour Portable Network Graphics, c'est un format de stockage d'images avec une compression sans perte de données. Et un fichier au format PNG, c'est composé de blocs qu'on va appeler des chunks. C'est des blocs de données qui suivent une structure très particulière. Ils ont tous la même forme. Ils commencent par 4 octets qui définissent leur taille, la taille des données qui sont stockées dedans. 4 octets pour le type de chunk auquel on va avoir affaire. On verra les différents types plus tard. N octets de données, donc N étant ce qu'on a identifié comme étant la taille au début. Et 4 octets pour une somme de contrôle à la fin pour vérifier l'intégrité des données. Si je prends mon image d'origine, là j'en ai fait une version abrégée parce que vous vous doutez bien que sinon ça ne rentrerait pas dans cette slide. On va essayer de voir où sont les chunks dans ce charabia d'octets. Une image PNG, ça commence et ça finit toujours pareil. Ça commence par une signature PNG et ça finit par un chunk de type END qui aura toujours la même tête avec 0 octet de données dedans.
Et donc ça, c'est l'indicateur de end of file, en fait. Et ça permet au lecteur d'images de comprendre que même s'il y a des choses encore écrites derrière, on les ignore complètement. C'est ce qui fait qu'on a mis autant de temps à détecter cette faille, parce qu'en fait, ça n'empêche pas le fait qu'il y ait des données après ça n'empêche pas d'ouvrir notre image et de la lire. Et donc, on ne s'est pas tout de suite rendu compte que l'image n'était pas complètement pétée, quoi. Tout de suite après la signature, on a notre premier chunk, qui est ce qu'on appelle le chunk IHDR, pour header. C'est le chunk, tout pareil, toujours la même taille, qui va contenir des infos comme les dimensions de l'image, quel type de pixels, est-ce qu'on a de la transparence, la couleur, que les niveaux de gris, pas de transparence, etc. Après ça, on peut avoir un ou plusieurs chunks facultatifs. Ils ne sont pas obligés d'être là. On sait qu'ils sont facultatifs parce que leur type commence par une lettre minuscule. Et ça va être des métadonnées supplémentaires sur l'image. Ça ne nous intéresse pas trop. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient tout de suite après. C'est le cœur de notre image, c'est les chunks de type IDAT. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les données à l'intérieur de ces chunks, donc toute la partie jaune là. Si j'extrais tous ces octets-là et que je les mets bout à bout, je vais obtenir ce qu'on appelle un flux zlib. Et ça, c'est pareil, c'est stocké selon un format très spécifique. Donc, il a son propre header, il a son propre checksum, et au milieu, il va y avoir n blocs de données. Et chaque bloc est encodé est compressé avec un algorithme qui s'appelle deflate. Et deflate, j'ai pas beaucoup de temps pour en parler. C'est un peu complexe, mais je vous conseille très vivement d'aller voir le talk sur la compression demain, qui en parle beaucoup plus en détail. Nous, on va vraiment juste regarder dans les grandes lignes comment ça marche. En fait, la compression deflate, c'est la conjonction de deux algorithmes. Donc on va compresser notre tableau de pixels avec ça. Le premier, c'est LZ77, et le deuxième, c'est un truc qui s'appelle le codage de Huffman. LZ77, on va l'appliquer en premier, et en fait, ça va nous permettre de trouver des répétitions dans notre... Donc on va parcourir nos pixels, et si jamais on trouve des successions de pixels, de couleurs qu'on avait déjà vues, on va les remplacer par un pointeur vers l'endroit où on les avait déjà vus, en fait. Donc ça va nous permettre d'économiser de la place. Et une fois qu'on a ça, on va quand même avoir un peu de redondance, parce qu'on va peut-être avoir des pointeurs qui vont se ressembler, on va peut-être avoir des motifs qui vont se ressembler un peu aussi. Et donc on va appliquer ce qu'on appelle le codage de Huffman. Et en fait, l'idée, ça va être de créer un tableau de correspondance et de dire tous ces motifs et ces pointeurs qui sont peut-être encodés sur plusieurs octets, je vais les remplacer par une abréviation. Et je vais stocker cette abréviation une bonne fois pour toutes au début de mon bloc. Et comme ça, après, tout mon flux de données, je le remplace par mes abréviations. Comme ça, je compresse encore plus. Le problème qu'on peut avoir avec les images, c'est que parfois, c'est difficile de trouver un moyen de compresser. Là, si j'ai une image avec 16 pixels et ils sont tous d'un niveau de gris différent, j'ai pas de redondance là-dedans. Et pourtant, on sent qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et effectivement, si au lieu de stocker ma ligne de pixels en tant que telle, je stockais par exemple pour le premier la valeur du pixel et ensuite pour les suivants la différence avec le pixel d'avant, donc je pourrais stocker 10 et après au lieu de 20 faire 20 moins 10, au lieu de 30 faire 30 moins 20 et ainsi de suite. Et d'un coup, je viens de créer de la redondance et du coup, je viens de créer une possibilité de compresser supplémentaire. Je viens d'appliquer ce qu'on appelle une fonction de filtrage. Il y en a 5 qui sont possibles dans la spec PNG. Et elles sont toutes réversibles, elles doivent être réversibles, parce que je veux quand même récupérer ma valeur de pixels après. Du coup, je vais préfixer ma ligne avec un octet qui spécifie quelle fonction de filtrage j'ai utilisée, pour savoir comment la faire à l'envers après. Et donc en fait, ce qu'on va compresser avec deflate, ce n'est pas juste le tableau de pixels, c'est le tableau de pixels avec chaque ligne préfixée de la fonction de filtrage qu'on aura utilisée. Voilà, maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir essayer de reconstruire le PNG. Donc pour rappel, nous, on veut se concentrer sur toute la fin, qui correspond à l'ancienne image. Et donc en l'état, elle ne nous sert pas à grand-chose. Et en plus, on ne sait pas exactement où on a coupé. On sait qu'on a coupé en plein milieu d'un chunk de données, un chunk IDAT, mais on ne sait pas lequel. On en a peut-être perdu un, deux, plusieurs, on ne sait pas. Et donc notre première étape, ça va être d'aller extraire les données des chunks IDAT qui nous restent en fait. Donc on va se retrouver avec la fin du flux zlib. Mais on n'a pas le début.
Et l'idée, ça va être d'essayer de décompresser ce qu'on a sans avoir le début. Pour décompresser, en fait, on a dit que le flux zlib était composé de plusieurs blocs. En fait, comment ça marche? En gros, on décompresse bloc par bloc. Donc on commence par le premier, on change nos abréviations, on remplace nos abréviations par les motifs et les références qu'on avait. Et ensuite, on réinterprète ça pour reconstituer une succession de pixels. Une fois qu'on a fait ça avec le bloc 1, on fait ça avec le bloc 2, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et là, je vous parle de motifs, références vers des motifs en arrière. La référence, ça va être de dire, bah, tiens, à cet endroit-là, le motif qu'il faut mettre, on peut le trouver 50 octets en arrière, par exemple. Mais 50 octets en arrière de quoi? En arrière de ce qu'on appelle un search buffer. En fait, ça va être un buffer de taille fixe dans lequel on va venir stocker tous les motifs inédits. Tout ce qu'on n'avait encore jamais vu, on vient le stocker dedans. Et comme ça, ensuite, on va faire nos références 50 octets en arrière de ce buffer à cet instant T, quoi. Le problème, c'est que ce buffer, il est commun à tous mes blocs. Et que du coup, je peux avoir une référence dans le bloc 2 qui vient référencer un motif que j'ai identifié dans le bloc 1. Et si on a perdu une partie, bah en fait, on a perdu aussi une partie des motifs. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, on se retrouve avec déjà potentiellement des références qui ne vont pas pointer sur le bon motif, et même pire, peut-être des références qui vont pointer sur rien du tout. Parce qu'on va dire 50 octets en arrière, mais moi, pour le moment, j'ai que 20 octets dans mon buffer, et du coup, ça ne marche pas. Donc on a absolument besoin de au moins réparer ça, parce que sans ça, la décompression ne marchera pas. Et donc pour ça, on va se mettre 32 kilooctets de données en amont, de données complètement arbitraires. Le but, c'est pas de faire des références qui sont cohérentes, mais c'est d'avoir des références qui pointent sur quelque chose pour que la décompression se fasse. Et 32 kilooctets parce que c'est la taille du search buffer. Donc, en fait, on remplit le search buffer de n'importe quoi, et comme ça, on est sûr de pouvoir au moins décompresser quelque chose. Le résultat, c'est on a réussi à décompresser la fin du tableau de pixels. Et forcément, au début, on a un peu du charabia, parce qu'on n'a pas les vraies références, on n'a mis que de la donnée arbitraire, donc c'est un peu pourri. Mais ce buffer, en fait, il fonctionne un peu comme une file. Donc une fois qu'il est plein, dès qu'on fait rentrer un nouvel octet, on fait sortir le premier qu'on avait rentré. Donc à un moment, dans le search buffer, on va se retrouver avec des vraies données qu'on avait dans notre flux, et on va commencer à retrouver notre image d'origine. Maintenant qu'on a ça, on a en fait la fin de notre tableau de pixels, il va falloir qu'on le reconstruise dans son intégralité. Et donc pour ça, on va initialiser un tableau de pixels qui correspond aux dimensions de l'image d'origine. Le problème, c'est que ces dimensions, elles étaient dans le header de l'image d'origine qui a été écrasé tout au début. Donc techniquement, on les a perdues, ces dimensions. Et c'est un problème parce que sans ça, on est foutu. Ce qui nous sauve, c'est qu'on sait que la faille elle est apparue sur des Google Pixels. Et donc si on connaît le modèle, on connaît la résolution, si on a fait une capture d'écran par exemple. Et donc on peut s'en sortir comme ça. Et au pire, on n'en a pas beaucoup à tester, même si on ne sait pas quel modèle c'est. Donc on arrive à initialiser notre tableau arbitrairement. On remplace la fin par ce qu'on vient de trouver. Et ici, on se rend compte qu'en fait, on a cassé... la première colonne, on rappelle, c'est nos fonctions de filtrage. C'est une valeur qui peut être entre 0 et 4. Et là, en fait, potentiellement, on a des valeurs qui ne sont pas du tout ça, qui vont être, je sais pas, 88. Et en fait, dû à notre décompression un peu compliquée avec nos données arbitraires, ça, il faut qu'on le corrige absolument, sinon notre décodeur PNG ne va pas être capable d'interpréter cette image. Du coup, on corrige et on remet une valeur de fonction de filtrage qui est en accord avec l'aspect, finalement. Et donc, une fois qu'on a ce tableau de pixels, on le recompresse avec zlib, on le met dans des chunks IDAT, etc. On met notre signature PNG, notre header, notre UIN. Et le résultat, c'est qu'on a réussi à récupérer, entre guillemets, la preuve compromettante qu'on essayait de dissimuler. Et on voit un peu tout ce qui s'est mal passé au début et ce qu'on avait initialisé en magenta aussi. Je vous mettrai en lien quelques références qui m'ont beaucoup aidé, notamment le fameux talk sur la compression que vous pouvez aller voir demain. Le blog post qui parle de la faille et du script pour recréer l'image, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et plein de specs si vous voulez vous amuser ou pas. Et voilà, c'est tout pour moi.